Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette 8e édition d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire dédié à l'actualité de l'informatique et des télécoms pour les professionnels du secteur. Alors cette semaine, je suis évidemment toujours en compagnie de Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, nous recevons cette semaine comme invité de la semaine Jean-Noël de Galzin, qui est le PDG et fondateur de Walix, un éditeur de logiciels français spécialisé dans ce qu'on appelle les comptes à privilèges. On y reviendra, bien sûr, avec lui. Et puis aussi président de l'association Exatros qui regroupe un certain nombre de startups de la sécurité française. Là encore, ce sera évidemment un sujet de discussion avec lui. Mais avant d'échanger avec Jean-Noël de Galzin, Guy, je vous propose de revoir ensemble l'actualité de la semaine. Alors, premier sujet qui a retenu votre attention, et d'ailleurs l'attention sans doute en général du secteur, c'est du côté de chez OpenStack, avec OpenStack qui prend le chemin des conteneurs, hein, c'était attendu. Ça y est, aujourd'hui, c'est officiel, ça s'appelle Okata, si j'ai bien compris. Voilà, alors effectivement, ça a été l'annonce de la semaine dernière de la fondation OpenStack. Donc Okata, c'est O, et comme vous le savez, ou enfin vous vous souvenez qu'en fait, il défile l'alphabet. Donc O, ça veut dire qu'on en est à la 15e version de OpenStack. Ça représente 20 millions de lignes de code quand même, donc c'est pas négligeable. Et donc jusqu'à présent, tous les 6 mois, avec une précision d'horlogerie suisse, il sortait une nouvelle version. Et là, en fait, finalement, c'est 4 mois plus tard. Ils viennent de sortir cette version Okata. Donc, on a eu Jonathan Bryce, qui est le patron de OpenStack, qui nous a briefé un peu sur le sujet. Et en fait, la raison, c'était que donc c'est une version qui est plutôt orientée sur, en fait, pour un peu plus de stabilité, performance, évolutivité. Donc ça, c'est en gros, on améliore l'existant. Et puis, effectivement, cette évolution vers les conteneurs. Et donc, l'idée, c'était de présenter cette version à une conférence qui a lieu à Atlanta, mais une conférence plutôt de développeurs, sachant qu'elle sera éventuellement également présentée à Boston, puisqu'ils ont leur OpenStack Summit tous les 6 mois. Mais cet OpenStack Summit, qui se tiendra donc en mai à Boston, sera plus orienté stratégique. Et donc, ça se conçoit assez bien dans le sens où, finalement, il y a de plus en plus d'entreprises utilisatrices d'OpenStack. Ils ont fait une enquête et ils ont reçu 2000 réponses. Donc ça veut dire qu'il y a au moins 2000 utilisateurs dans le monde d'OpenStack, bon, sachant que ce n'est pas des petites entreprises, hein, c'est des très gros. Et donc, il est normal que maintenant, ces utilisateurs qui sont utilisateurs de la version ABC jusqu'à, et donc ça va arriver à O, et maintenant une orientation un petit peu à plus long terme de ce que va devenir le produit, et donc c'est pas tout à fait étonnant. Donc Jonathan Bryce donc expliquer cette orientation vers les conteneurs, qui n'est pas... parce qu'en fait, il disait qu'il y a des gens qui pensaient que les conteneurs et OpenStack, c'était quelque chose de plutôt concurrent, et a priori, les deux peuvent se marier dans une version finalement un peu plus flexible. Et c'est une initiative qui, par exemple, a été prise par le CERN, qui a utilisé un service d'administration des conteneurs qui s'appelle Magnum pour intégrer Kubernetes, Docker et Mesos dans une solution maison. Et donc, bon, il n'est pas étonnant que OpenStack finalement fasse un peu la même chose. Alors, en fait, on lui a demandé finalement combien de temps pour installer OpenStack, parce qu'il y a des versions tous les 6 mois, donc ça veut dire que c'est à prendre en compte, on redémarre. Et donc la réponse qui n'est pas... Je veux dire, on est dans le logiciel libre, donc c'est un peu toujours la même mécanique. Soit vous téléchargez le logiciel libre sur le site OpenStack, et puis vous faites tout vous-même. Alors vous le faites parce que vous avez les compétences techniques, parce que vous voulez réduire les coûts au maximum, et là ça se mesure en mois. Et donc il citait le cas d'un spécialiste indien de l'e-commerce qui s'appelle Snapdeal. Bon, on est en Inde, donc un spécialiste de l'e-commerce en Inde, c'est 300 millions de clients, donc tout de suite ça donne un peu la dimension. Et puis ils ont les compétences, et donc là c'est quelques mois. Mais bon, ils ont mis en place cette version, on peut supposer qu'ils vont peut-être
pas mettre en place toutes les versions qui vont faire des sauts. Enfin bon, ça c'est une première chose. Si vous faites appel à une distribution, donc une distribution en gros c'est un éditeur qui a repris le logiciel libre, qui l'a un peu packagé, qui a rajouté des services et qui vous le propose, à ce moment-là ça se mesure en semaines, donc là vous pouvez faire appel à Red Hat ou Canonical, par exemple, hein, il y en a d'autres bien entendu. C'est le plus connu en tout cas. Et puis si vous faites le troisième choix, qui est en gros service managé sur le cloud, donc là vous avez Rackspace ou Avantis, encore il y en a d'autres, mais c'est pour en citer deux. À ce moment-là, c'est quelques heures. Donc c'est la mécanique relativement habituelle. Donc après, savoir... Chacun fait ses choix. Il faut faire ses choix en fonction de ses objectifs et de ses ressources. Est-ce qu'on veut mettre l'accent sur les coûts? Est-ce qu'on veut mettre l'accent sur les fonctionnalités, la réactivité, etc. Donc après, mais je dirais que rien de nouveau sous le soleil, puisqu'on est dans le logiciel libre. Et donc cette version sera présentée de manière un peu plus détaillée à Boston du mois de mai. En mai prochain. Très bien. Alors, on avait un petit peu parlé la semaine dernière, Guy, c'est Adobe, et une nouvelle offre en matière de signature dans le cloud. Donc signature, mobile, cloud, tout ça, c'est un nouveau mix. De nouvelles solutions de workflow en fait. Absolument. Donc là on est dans Adobe, en fait il y a deux mondes. Il y a tout ce qui est gestion de documents avec le workflow qui va avec et tout. Acrobat, et puis il y a tout voilà, donc PDF pour parler encore plus simple. Et puis il y a tout ce qui est logiciel de créativité, donc ça, graphisme. Donc là on est dans un autre monde. Donc là on est dans la gestion des documents. Et Adobe avait déjà lancé une association dans le cloud il y a quelques mois au niveau de la signature pour faire en sorte que finalement il y ait des standards et donc si vous choisissez une solution, vous ne soyez pas prisonnier et donc que les fournisseurs se mettent un peu. Donc il y avait une première étape et puis donc là je dirais que c'est la concrétisation par Adobe cette interopérabilité. Et donc l'idée c'est de dire effectivement on peut arriver à gérer un document PDF, donc avec plusieurs parties prenantes. Ça peut être dans une entreprise, mais ça peut être également, imaginez par exemple que vous faites l'acquisition d'un logement, le notaire, il y a l'agent l'agent immobilier qui vous a envoyé la solution, vous-même. Là il y a un document qui va transiter et donc il va y avoir besoin de signatures et donc cette solution Adobe Sign a priori facilite, fluidifie un peu cette mécanique, sachant que la nouveauté, si je puis dire, qui est apportée par Adobe, c'est qu'il y a la prise en compte des mobiles, puisque avant on était au poste de travail. Qui dit poste de travail et intégration de la signature, ça nécessite des documents, des équipements externes, et donc il faut connecter pour pouvoir... Alors que là, sur tout ce qui est mobile, donc soit des tablettes, soit des smartphones, on peut écrire directement à la main et ensuite intégrer la signature. Et c'est effectivement ce qui est proposé, c'est-à-dire qu'en gros, avec cette solution-là, je vous envoie un document PDF, je vous demande de le relire déjà, et alors, de manière intéressante, il y a une fonction lecture, parce que c'est vrai que lire un document sur un smartphone, c'est pas toujours évident. Donc on peut passer d'un mode à un autre, et donc le document n'est pas changé, mais les polices de caractère sont mis à la dimension d'écran, et donc on peut le lire de manière un peu plus confortable. Donc on lit le document, et puis ensuite on arrive à la signature. Donc là il y a une petite mécanique qui se met en œuvre. On récupère on signe sur le mobile, on récupère la signature dans le document, et puis on le renvoie au destinataire. Et donc il y a cette dimension du mobile qui a été prise en compte, qui est très importante, puisque non seulement la facilité, mais aujourd'hui quasiment tout le monde a un mobile. Donc ça veut dire qu'il y a une généralisation possible de cette solution. Et puis il y a aussi l'idée de faciliter un peu plus le workflow, donc c'est-à-dire qu'en gros le document va passer d'un point A à un point B, à point C, etc., jusqu'à sa destination, éventuellement revenir à l'émetteur originel, avec les approbations des possibles. Différents interlocuteurs. Exactement, et les interventions sur le document, donc tout ça est géré de manière un peu plus fluide et simple. Et dans le cloud. Et bien entendu, tout ça dans le cloud, c'est sûr. Et donc là intervient, puisqu'on est au niveau de la signature,
signature, donc il y a la notion de tiers de confiance, et donc il y a des possibilités de faire appel à différents tiers de confiance qui font partie d'une même association, et donc on peut interchanger, si je peux dire. On peut passer de l'un à l'autre, puisqu'ils sont mis d'accord sur des standards communs, et donc il y a cette certification qui est relativement ouverte. On n'est pas prisonnier. Donc je dirais que là, c'est un peu plus terre à terre, mais ça répond à des vraies problématiques et dans la vie de tous les jours, à la fois des entreprises, mais aussi entreprises avec des particuliers. On le voit bien, hein, donc on signait le cas du notaire, mais ça peut être par exemple, vous allez des contrats dans les banques. Exactement, vous ouvrez un compte en banque, c'est une opération qui est relativement simple, et je pense que on a parlé beaucoup des banques la semaine dernière, puisque je crois que la BFCE a parlé de fermer quelques BPCE, pardon, a parlé de fermer quelques centaines d'agences et de prendre de plus en plus en compte ce numérique. Donc il faut les outils, sinon s'il n'y a pas les outils, ça va être un peu difficile. Donc Adobe répond à cette problématique, et apparemment c'est le premier étage d'une série d'annonces. On verra ce que sont les autres, mais en tout cas c'est déjà l'ouverture à un plus grand nombre de toutes ces technologies numériques. Technologie de workflow. Alors, parce qu'on parlait de cloud, je rebondis sans transition, si je puis dire, à propos d'une étude d'IDC sur le futur du cloud en termes de marché. Et bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que la terre promise se situe au niveau du cloud. Oui, en fait, je pense que ce qui est important de ce qui ressort de cette nouvelle étude, en fait, c'est l'actualisation d'une étude qu'ils font régulièrement. Ils font le marché du cloud. Et donc là, l'idée qu'il faut retenir, c'est que, en fait, ils ont réactualisé à la hausse ce que représentait le marché du cloud. Alors, ce qu'ils mettent dans le cloud, ils mettent tout. Important parce que... Ils mettent le SaaS, donc le Software as a Service. Ils mettent le IaaS, donc c'est en gros, on loue de la puissance ordinateur ou du stockage. Et puis le PaaS, c'est tout ce qui est plateforme de développement. Et donc, c'est quand on fait la somme de tout ça, ça a été réévalué à la hausse. Et donc, ils prévoient en 2020 200 milliards de dollars. Alors 200 milliards de dollars, ça ne vous parle pas, ça ne me parle pas trop. Il faut comparer à des choses qu'on connaît un peu. Si on prend par exemple le marché des serveurs, c'est 50 milliards de dollars. Le stockage, c'est à peu près pareil, c'est l'ordre de grandeur. Donc ça veut dire que on est en 2020. Hein. Le marché des serveurs, ça fait quasiment 10 ans que c'est à 50 milliards de dollars, ça ne bouge pas. Donc ça veut dire que ça devient quand même des nombres qui sont, enfin des volumes significatifs. Et donc en 2017, on est à 120 quelque chose milliards de dollars. Donc on est à des taux de croissance, ça dépend si on est dans le SaaS ou le PaaS ou le IaaS, mais c'est 20 ou c'est 30% de croissance. Donc on voit bien que ça va beaucoup plus vite que l'informatique en général, puisque quand on donne les chiffres de l'informatique en général, maintenant on est quasiment au niveau de l'économie, c'est-à-dire c'est 2-3%. Donc on voit bien que le cloud prend de plus en plus d'importance, et on a parlé d'externalisation les fois précédentes, et les conclusions sont les mêmes. Donc le cloud devient vraiment quelque chose qui se met en place, sachant que, et ça on en a parlé à plusieurs reprises, c'est pas le tout cloud, ça va être des solutions de cloud hybride. Mais dans tout ça, ce qui est aussi important à dire, c'est que le SaaS, qui finalement, c'est par ça que ça a démarré. On ne parlait pas de cloud, on parlait de SaaS à l'époque, avec Salesforce qui a lancé un peu l'idée. En particulier, il y en a d'autres, mais c'est quand même Salesforce qui a été un peu l'origine, enfin qui a été un des premiers. Ça représente 60%. Donc c'est la grosse partie, si je puis dire. Donc ça veut dire que c'est le cloud, avant qu'on parle du cloud, mais c'est la plus grosse partie. Le cloud, c'est d'abord du SaaS, en fait. Voilà, exactement. Et donc après, il y a le IaaS qui vient en deuxième, et le PaaS, c'est un peu plus... bon, évidemment, puisqu'on est dans le monde du développement, donc ça concerne un peu moins de monde. Donc voilà à peu près l'état du marché. Mais enfin, en tout cas, le point principal, c'est que le cloud, finalement, va encore plus vite que ce qui était prévu précédemment. Donc ça confirme un peu l'idée qu'on peut en avoir. Très bien. Alors, ça, c'était pour la semaine passée. Et alors, pour la semaine qui vient, je crois qu'il n'y a pas photo. Hein. L'événement de la semaine, c'est le Mobile World Congress à Barcelone, rendez-vous annuel où toutes les puissances, entre guillemets, du monde du mobile se donnent rendez-vous pour faire le point, faire des annonces. Et là,
C'est quoi les grands sujets? La 5G? Alors, déjà Barcelone, effectivement, le MWC, ça devient un peu c'est le rendez-vous. Comme vous l'avez dit, c'est le rendez-vous de cette semaine, mais maintenant c'est l'un des 2-3 salons importants de l'année. Il y a le on parle du CES, et puis après il y a le Mobile World Congress à Barcelone. Cette année, on va dépasser les 100 000 visiteurs, sachant que c'est quand même très orienté professionnel. C'est pas à l'époque du CICOB, pour ceux qui se souviennent du CICOB, il y avait les journées professionnelles, puis après c'était ouvert au grand public et toutes les écoles passaient au CICOB. Là, on est entre professionnels, donc c'est très 100 000 personnes, ça veut dire que c'est très important. Donc ça dure quasi toute la semaine. Les grands, alors évidemment il y a des annonces de smartphones. Apparemment on attend un nouveau Nokia, puisque Nokia finalement a été un peu la victime du smartphone. C'était le numéro 1 du mobile. Le smartphone est arrivé, Nokia a disparu, et il essaye de revenir, mais enfin bon, ses chances de succès, on ne donnera pas de pronostic là-dessus. On avait parlé aussi du Samsung S8. Il ne devrait pas arriver à Barcelone. Peut-être, ça serait intéressant parce que ça permettrait de faire peut-être oublier le S7, dont on a vu les déboires. En revanche, il devrait y avoir leur tablette, la S3. Et puis, après, il y a les grands, il y a LG, il y a Huawei, il y en a quelques autres qui pourront annoncer des nouveaux smartphones. Donc ça, c'est, je dirais, du côté des matériels. Des terminaux, mais je dirais que plus généralement, alors évidemment les grands thèmes ce sera la 5G, on en avait déjà parlé pas mal l'année dernière, c'était un peu lointain, mais là on commence L'échéance se rapproche. L'échéance se rapproche. Verizon a fait des annonces pour 2017 dans quelques villes aux États-Unis de 5G. Donc la 5G c'est important, on l'a dit, à la fois, donc c'est encore plus rapide, mais c'est pas tellement ça qui est important. Il y a d'autres paramètres qui sont à prendre en compte, en particulier le temps de latence est beaucoup plus court. Et on sait qu'il y a pas mal d'équipements comme des voitures autonomes qui pourront être éventuellement pilotées par, en tout cas faire appel à la 5G. Et donc là, si on a un temps de latence qui est trop long, on imagine très bien ce que ça peut créer comme problème. Donc la 5G sera un thème important. Il y aura tout ce qui... Alors maintenant, c'est une appellation qui devient un peu fourre-tout, tout ce qui est intelligence artificielle. Mais là-dedans, on met tout ce qui est, par exemple, Alexa de Amazon, qui devient une interface qui est utilisée par certains équipements mobiles. Donc ça fait partie du sujet, intelligence artificielle, mais en gros l'idée c'est que les smartphones vont devenir de plus en plus intelligents entre guillemets, donc avec des fonctionnalités qui permettent de faire plus de choses ou de faciliter la navigation dans le smartphone, pour rendre leur utilisateur encore plus intelligent, si je puis dire. Il y aura l'Internet des objets, qui va être un thème important. Internet des objets dans le sens où donc il y a effectivement qui va être le réseau qui va permettre les communications des capteurs jusqu'aux différents intermédiaires, jusqu'au serveur final, sachant que les mobiles ont un rôle à jouer, parce que dans pas mal de configurations, on le voit bien dans des utilisations simples comme le Fitbit par exemple, enfin les bracelets connectés, ils sont connectés au smartphone. Donc le smartphone a un rôle à jouer dans ce domaine-là. Et puis il y a tout l'aspect aussi réglementation qui sera... On est malgré tout, c'est en Europe, donc en Europe il y a une réglementation qui est importante, hein, même si il y a l'Union européenne, il y a quand même différents pays. Donc il y a le roaming par exemple, c'est toujours un sujet qui est important. On sait qu'a priori les frais de roaming vont disparaître, mais on n'y est pas encore tout à fait. Donc la réglementation sera un sujet. Et puis on aura notre envoyé spécial Alain Berito qui sera sur place. Donc je pense que la semaine prochaine, on aura de quoi faire un bilan un peu plus détaillé sur ce qui s'est passé. Mais en tout cas, effectivement, c'est vraiment l'événement de la semaine, mais l'événement de l'année dans le domaine du mobile. Ça, c'est clair. Très bien, écoutez, on en parlera donc la semaine prochaine avec les éléments qu'Alain Barito aura pu nous remonter. Et puis on conclut par un coup de gueule, et puis on parle d'Uber, qui après bien connu en France pour ne pas payer ses impôts, en tout cas au niveau attendu. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul, c'est vrai. Et là, on rajoute une pièce, si je puis dire, dans le buzzer, avec des accusations quand même assez graves de sexisme de la part d'une ancienne responsable qui était dans le département engineering
d'Uber et qui, dans une tribune, comment dirais-je, se plaint du sexisme à l'œuvre dans le département informatique d'Uber. Je vous laisse. Oui, alors effectivement, et d'ailleurs, donc vous avez commencé par parler de Uber, les accumule, les problèmes. Donc il y a effectivement cette question d'impôt, c'est pas le seul. On sait que le patron d'Uber avait fait des déclarations un peu borderline, comme on dit en bon français. Mais il y a eu d'autres événements. Il y a eu le fait que il participe à ce comité de grands patrons auprès de Trump. Et là, il y a plein de gens qui ont envoyé des messages pour dire qu'il faut boycotter Uber. Donc, a priori, ça ne peut pas l'impressionner trop, mais je crois qu'on était arrivé à 100 000 ou 100 000 qui ont dit, on va passer d'Uber à Lyft, puisqu'on est à New York en particulier. Donc là, ça a commencé à le faire réfléchir un petit peu. Il y a eu, au moment où il y a eu ce décret de Trump et des grèves dans les aéroports new-yorkais, il avait baissé ses prix pour faire un appel d'air, donc ça n'avait pas beaucoup plu. Et puis effectivement, là, dernier épisode en date, c'est une ex-Suzanne Fowler, une ex-ingénieure de Uber qui a écrit, qui a son propre blog, qui a écrit un bouquin sur le sujet et qui faisait part de comportements sexistes dans son département. Et surtout l'absence de réaction de la hiérarchie. Absolument, et donc on parle beaucoup de parité, mais là la parité avait été mise en brèche singulièrement, puisque on parlait de 20%, je crois, à son époque, et là on est plus... 6% ou 8%. Oui, c'est ça. Donc en fait, les femmes ont fui le département technique d'Uber. Donc je dirais c'est pas mal si on veut distribuer des bons points, des mauvais points, là c'est pas mal de mauvais points pour Uber. Donc il faut qu'il y ait des actions correctrices dans tous ces domaines assez rapidement. D'ailleurs, Uber a réagi en nommant, comment dirais-je, des experts soi-disant indépendants qui finalement ne sont pas si indépendants que ça. Donc bon, l'histoire n'est pas finie en tout cas. Non. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. Mais enfin, rappelons quand même qu'Uber, c'est la première valorisation des licornes. On est à plus de 60 milliards de dollars, donc on croit rêver quand même. Écoutez, merci Guy pour cette synthèse. Je vous propose de continuer avec Jean-Noël de Galzin de Walix et d'Exatrust pour faire un peu le point sur le marché de la cybersécurité en France. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Noël Galzin, qui est fondateur et président-directeur général de la société Walix. Jean-Noël Galzin, bonjour. Bonjour. Alors, comme vous le savez, dans cette rubrique invité de la semaine, la première question qu'on pose à nos invités, c'est de nous dire un peu l'actualité qui a retenu leur attention de la semaine passée. Donc, pour vous, qu'est-ce qui dans les tant d'événements qui ont pu arriver la semaine dernière, qu'est-ce qui a retenu votre attention ? Alors, je vais rester centré sur le sujet de la cybersécurité, et c'est vrai que, si vous voulez bien, et c'est vrai que je pense à une initiative que nous avons soutenue chez Walix, mais que nous avons aussi soutenue à travers le groupement Exatrust, aux côtés d'une start-up qui s'appelle IDEXI, et qui concerne la création, la publication d'un guide pour les dirigeants sur la cybersécurité. Et je pense que c'est un événement, donc c'est une opération qui est faite avec Challenge, donc c'est un journal qui est vraiment un journal généraliste, dit généraliste, c'est pas de la presse spécialisée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on voit que le sujet de la cybersécurité occupe la une de nombreux journaux, à sensation parfois. Je crois qu'on pourrait tous les jours quasiment faire un titre là-dessus. Enfin, c'est ça. Effrayant. C'est ça. Donc on voit que c'est un phénomène qui touche tout le monde. Ça touche tout le monde, la cybersécurité, comme le numérique, puisque les deux sont indissociables. Et ce qui est important, c'est que lorsqu'on regarde les budgets informatiques des entreprises, lorsqu'on regarde les priorités en matière de numérique, la cybersécurité est au cœur du numérique, de la transition numérique, la fameuse transformation numérique. Ceci étant, les budgets ne suivent pas encore. On a fait faire une étude récemment avec IDC pour les interroger sur leurs priorités budgétaires en matière d'équipement cyber, et on voit que les budgets ne bougent pas. On voit que les priorités sont plus nombreuses autour du GDPR, du groupement de la protection des données personnelles. En ce qui concerne la protection contre les fuites de données, le risque de fuite de données, c'est de se retrouver décrédibilisé, retrouver son entreprise décrédibilisée.
perdent de la valeur. Et bien malgré ça, les budgets ne changent pas et la proportion du budget cybersécurité dans le budget IT n'augmente pas. Alors, à votre avis, est-ce que c'est une mauvaise compréhension, une sensibilisation pas encore assez forte des dirigeants, ou est-ce que c'est à partir du moment où eux sont sensibilisés et ont bien compris de quoi ils retournaient, ça prend un peu de temps pour redescendre les couches et arriver aux décideurs de l'IT et du numérique? Moi, je pense que c'est un petit peu, vous savez, on est en pleine balle au mur, là, et on a lancé la balle contre le mur, et donc le sujet est monté dans les priorités. Maintenant, il n'est pas encore redescendu, c'est-à-dire que les budgets nouveaux n'ont pas été affectés. Donc pour moi, ça n'est pas encore redescendu des COMEX ou des directions générales vers les directions informatiques et les directions sécurité informatique. Donc il faut être réaliste quand on est chef d'entreprise, on doit être pragmatique, on doit créer de la valeur et protéger la valeur de ses actionnaires ou de son entreprise, et donc devant cette urgence à la fois numérique et donc de protection numérique, eh ben, il faut mettre en place évidemment les moyens qu'il faut. Et là, on doit rattraper un retard qui date d'il y a bien longtemps. Moi, je le vois, Walix est un spécialiste des comptes à privilèges. Les comptes à privilèges, c'est un peu les portes d'entrée vers tous les systèmes, que ce soit les systèmes portables, individuels, les devices mobiles, les smartphones, les tablettes, ou les serveurs, les équipements, les applications. Et on voit aujourd'hui, selon le Gartner, entre 5 et 25% selon les pays, des entreprises sont équipées. C'est-à-dire qu'on est en train d'empiler des investissements dans le numérique et on n'a pas encore protégé les portes d'entrée, les clés d'accès. Oui, mais enfin, a priori, c'est quelque chose qui devrait arriver dans les 2-3 ans qui viennent. Enfin, d'ailleurs, il peut y avoir plusieurs cas. C'est-à-dire que les entreprises, certaines d'entre elles vont être impactées par des problèmes de sécurité. Oui. Donc là, elles vont réagir, mais réagir sous la contrainte. Oui. Et donc, ça va être douloureux. Oui. Et puis, il y a celles un peu plus raisonnables et réfléchies qui vont comprendre que c'est un gros problème et que donc, il faut y aller. Donc, a priori, on vous réinvitera dans 2-3 ans pour voir si les choses... Faire le compte. Je crois que, oui, votre analyse, elle me paraît juste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vont se prendre des gadins, si je puis dire, hein, qui vont prendre des attaques. Guillaume Poupard, vous avez peut-être vu cette année au FIC, au Forum international de la cybercriminalité, a commencé à parler de risques létaux ou risques vitaux pour les personnes. Par exemple, dans l'informatique industrielle qui pourrait être connectée, ou la cyberdéfense. Il y a des risques de cette nature. Et puis de l'autre côté, il y a des entreprises qui effectivement vont considérer que pour elles, finalement, investir dans la cybersécurité, en même temps qu'elles investissent dans la transformation numérique, ça va leur donner un avantage concurrentiel, ça va leur permettre de donner un avantage en termes de qualité des produits, parce qu'un service connecté sans protection, c'est un service de mauvaise qualité. Donc la cybersécurité, c'est un standard et qui sera encore plus nécessaire parce qu'il y a des réglementations aujourd'hui, particulièrement en Europe, comme le règlement de la protection des données, qui vont obliger les entreprises qui ont des données utilisateurs, des données clients, des données personnelles, à mettre les moyens qu'il faut pour garantir à leurs utilisateurs, à leurs clients, qu'il n'y a pas de risque d'exploitation par n'importe qui de ces données. Et puis ensuite, il y aura vraisemblablement quelques exemples. Lorsque vous interrogez les magistrats sur ce sujet, j'ai cru comprendre que le législateur, s'il y avait des cas avérés, ferait des exemples pour montrer que, eh bien, il faut prendre conscience de l'urgence de la protection des données personnelles et des infrastructures sensibles. Très bien, bon, on retiendra ce message, en tout cas auprès des dirigeants. Alors on va parler un petit peu de Walix. Donc Walix, vous êtes la société spécialiste de ce qu'on appelle la gestion des comptes à privilèges. Oui. On vous en avez déjà un petit peu parlé. Est-ce que vous pourriez nous redire en 2 mots de quoi il retourne et comment finalement ça se greffe sur cette évolution du numérique, enfin qui n'est pas une évolution, c'est une vague qui nous submerge un peu. Donc je suppose que avec cette vague, vous surfez sur la vague et donc vous devez évidemment prendre un peu tout ce qui arrive. Alors moi je surfe sur les vagues depuis que je suis tout petit, hein. Donc j'aime beaucoup ça. Mais maintenant c'est des très grosses vagues. Voilà, donc là ce sont des grosses vagues. Alors les big waves en surf c'est très important, très intéressant, c'est assez unique. C'est dangereux aussi. Ça peut être très dangereux, c'est pour ça qu'il faut se protéger effectivement contre les risques.
C'est vrai que nous, on est spécialisé dans les comptes à privilèges. Depuis le départ, en fait, notre premier produit, WAB, Walix Admin Bastion, on l'a mis sur le marché en 2009. On a fait nos premiers 100 000 euros, nos premiers clients à ce moment-là. Et puis, on a publié nos résultats la semaine dernière. Ça aurait pu être 7 millions d'euros, ça. Alors, 7 380 000 euros, aurait pu être l'événement de la semaine dernière, hein, mais vous m'avez demandé de choisir en dehors de Walix. Et effectivement, donc on est en hyper-croissance, donc on fait plus de 50% de croissance par an. On a accéléré la croissance encore en 2016, puisqu'on a fait plus de 60% de croissance logicielle. Donc oui, vous parlez de surfer sur la vague, je dirais plutôt que on parlait de cette gestion des priorités de cybersécurité dans les entreprises. On voit aujourd'hui, nous, parmi nos clients, des entreprises qui ont investi dans des équipements pour porter le numérique, dans des logiciels, des applications, qui mettent en place des data centers, qui mettent en place tout un tas de nouveaux services, de nouveaux systèmes informatiques. Et évidemment, quand on fait ces investissements dans les infrastructures ou les systèmes numériques, on a besoin de s'assurer qu'on ne le fait pas sans oublier au passage les portes dérobées, les risques de backdoor, et c'est là qu'effectivement les comptes à privilèges sont rentrés dans les priorités majeures de la gouvernance des systèmes d'information. C'est-à-dire que lorsque je vais démarrer l'architecture de mon système d'information pour aller dans la transition numérique, eh bien, je vais mettre en place des firewalls, et en parallèle, les firewalls vont me permettre de gérer les flux avec mes utilisateurs. Et en parallèle, je vais mettre en place une gouvernance, un système de gestion des comptes à privilèges pour gérer tout ce qui est les accès aux données sensibles, les utilisateurs de comptes à privilèges, de comptes à pouvoir, les admins systèmes, les gestionnaires de bases de données, les prestataires externes, les prestataires internes, toutes les données qui vont dans le cloud, et pouvoir garder la maîtrise des clés de mon système d'information. Et c'est ça que nous faisons. Donc nous gérons les comptes à privilèges, les identifier, les centrer, les centraliser, les tracer à un endroit donné, gérer toute la problématique des mots de passe de l'infrastructure. Oui, les mots de passe, c'est un casse-tête. C'est la première cause, c'est le premier risque informatique aujourd'hui. Ça pullule, il y en a partout des mots de passe. Donc à un moment donné, il faut se dire... Il y en a partout, même sur les murs, sur des post-it. Même sur les... Tout à fait. Et enfin, ce qui s'est passé, l'impact de ce qui s'est passé à l'époque chez TV5 Monde a été quand même assez dramatique. Oui, donc effectivement, c'est les mots de passe, la problématique des mots de passe, et puis bien sûr la gestion des accès externes ou des accès prestataires, et enfin la traçabilité, notre technologie du Bastion, cette technologie qui permet de tracer en temps réel ou d'enregistrer toutes les preuves d'utilisation des utilisateurs qui se connectent aux données sensibles de l'entreprise. C'est maintenant, ça devient un standard de la gouvernance, de la saine gouvernance des systèmes d'information. Au passage, après on va parler un peu de l'actualité Walix, mais au passage, cette traçabilité des accès, est-ce qu'elle a une valeur juridique? C'est-à-dire que est-ce que s'il y a eu un problème, est-ce qu'on peut, en présentant ces données-là, les utiliser devant un juge, ça a une valeur? Alors effectivement, il y a la capacité, c'est ce qu'on appelle nous l'imputabilité, c'est-à-dire qu'effectivement les traces qui sont enregistrées et qui peuvent être ensuite revues, relues, analysées au format vidéo numérique, c'est-à-dire qu'on les voit, on voit très exactement ce qui est tapé au clavier, les applications qui sont ouvertes, les actions qui sont réalisées, les éventuelles erreurs humaines, parce que c'est souvent plus des erreurs humaines que des attaques informatiques malveillantes. Et effectivement, ça peut être utilisé ensuite pour renégocier avec son prestataire s'il y a eu une erreur dans le cadre de son contrat de service, ou devant un tribunal si c'est une... Est-ce que pour que ça ait une valeur juridique, parce que par exemple si on veut prouver quelque chose sur un site web, il faut faire appel à un huissier, c'est compliqué, ça coûte assez cher, même pour un particulier, parce qu'il y a tout un tas de... Il y a une démarche qui est codifiée. Est-ce que là c'est un peu pareil? Nous avons des clients, Walix, qui ont utilisé ces traces informatiques pour régler des litiges. Et ça a été efficace? Ça a été efficace. Et parfois, c'est plus efficace que d'aller au tribunal. C'est-à-dire que vous envoyez un email,
responsable sécurité, par exemple, j'ai vécu avec un client une réunion téléphonique où étaient dans la conversation les prestataires notamment, et nous étions présents, et en envoyant le film des événements, d'un seul coup, il devient difficile de ne pas dire ce qui s'est passé et qui se voit à l'écran. Donc on est dans la notion, si vous voulez, la technologie Bastion, c'est la caméra de surveillance du système d'information. Donc quand les gens se connectent à travers le Bastion au système d'information, ils sont prévenus, on se doit de prévenir la CNIL, et ils sont prévenus qu'ils peuvent être enregistrés par le système, et ça change le rapport, on va dire, ça sécurise à la fois l'entreprise qui va déléguer cette connexion, mais aussi vis-à-vis de celui qui se connecte, qu'il soit employé ou prestataire, ça lui permet, lui aussi, s'il est de bonne foi et s'il travaille, s'il n'a pas fait d'erreur, de prouver que l'erreur ne vient pas de lui. Donc c'est un double, un win-win. Quand on pense à engager une action en justice, on le sait bien, hein, le mieux c'est de régler ça avant d'aller au tribunal. D'anticiper en fait, il faut anticiper. Alors, il y a une actualité qui a été assez riche ces derniers temps chez Walix, puisque vous avez fait des annonces de solutions verticalisées, donc dans la santé, dans l'industrie, dans la banque. Vous avez fait aussi le cloud, vous n'échappez pas à cette nouvelle vague du cloud qui submerge tout le monde. Donc vous êtes sur Azure et puis AWS. Et puis il y a aussi une annonce aussi que vous avez faite très récemment qui s'appelle OLS. Donc on va commencer par les solutions verticales. Assez rapidement, il y a besoin d'avoir, parce qu'on a l'impression que c'est un problème un peu générique. Pourquoi il y a besoin d'avoir des solutions spécifiques à des secteurs ? En fait, c'est important de comprendre que la cybersécurité est au cœur de la transformation numérique. Et les comptes à privilèges, encore une fois, c'est un petit peu le point névralgique, le point sensible. C'est-à-dire que vous pouvez empiler les systèmes de sécurité. Si vous ne gérez pas vos comptes à privilèges, eh ben vous laissez, c'est le gruyère. Voilà, vous laissez des portes d'entrée un petit peu partout. Donc maintenant, les risques ne sont pas les mêmes suivant qu'on travaille dans la banque ou qu'on est dans un établissement hospitalier et qu'on doit gérer beaucoup de mobilité et des problématiques de connexion, mais d'urgence au quotidien. Par ailleurs, il y a des normes, des réglementations qui sont propres aux différents métiers. Donc c'est cet aspect-là aussi que vous gérez, les réglementations qui s'imposent. Tout à fait. Alors donc, effectivement, on adapte, si vous voulez, notre offre. Alors, il faut dire aussi qu'aujourd'hui, Walix a 425 clients. Donc ce sont des clients qui tous les jours accèdent à leur système, enfin dont les utilisateurs de comptes à privilèges accèdent aux équipements, aux applications, aux systèmes à travers le Walix Admin Bastion, notre bastion installé chez le client. Et donc nous avons retiré de toute cette expérience un certain nombre de particularités. On essaye de les traduire effectivement dans des solutions verticalisées pour ces différents secteurs que vous évoquez. Alors vous aviez fait référence à l'image du gruyère. Vous savez, plus il y a de gruyère et plus il y a de trous. Enfin, vous connaissez. C'est ça. Alors le deuxième point, c'est le cloud. Donc là, ça me paraît relativement normal ou simple, je ne sais pas comment on peut dire, mais que vos offres finalement soient disponibles ou sur Azure et sur AWS, puisque c'est les deux, enfin il y en a d'autres, mais en tout cas vous avez commencé par les gros, donc c'est un peu ça l'idée. Alors on a créé effectivement, on constate aujourd'hui, alors en France, c'est peut-être un tout petit peu moins le cas qu'ailleurs, mais dans d'autres pays, donc au Moyen-Orient par exemple, aux États-Unis, au Canada, on constate qu'il y a une émergence, une demande pour que nos solutions soient accessibles à la fois pour leur système d'information, mais aussi pour toutes les données et tous les systèmes qui vont peu à peu héberger ou lancer dans le cloud. Donc effectivement, nous avons adapté notre offre, c'est ce que nous appelons Web in the Cloud, dans les clouds, les deux clouds majeurs, on va dire. Et c'est une première étape qui permet ainsi à un responsable sécurité ou un directeur informatique qui prend la décision, on va dire, de mixer plusieurs modes de délivrance de l'informatique, de services informatiques. Pour son service informatique, eh bien, on va lui permettre, quelle que soit la localisation de ces données ou de ces systèmes, de pouvoir bénéficier indifféremment des différentes fonctionnalités du produit et de gérer les mots de passe et les autorisations d'accès, quels que soient ces accès.
Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc c'est une première étape pour nous et on constate que, en particulier dans les très grandes entreprises, c'est particulièrement important d'offrir les deux possibilités. Très bien. Et puis alors le dernier point, c'est OLES. Donc ça, c'est un peu plus spécifique, mais est-ce que vous pouvez nous... C'est-à-dire c'est effectivement une nouveauté. Nous, on va un cran plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour tous ceux qui sont en SaaS ou qui font du PaaS, donc toutes les applications en mode service, mais aussi toutes les plateformes en mode service, le Web in the Cloud, notre solution de bastion en mode Web in the Cloud, permet de résoudre toutes les problématiques de traçabilité des comptes à privilèges et de gestion des mots de passe. Maintenant, là, on est en train d'aller un cran plus loin. On a fait un travail, en fait, en 2017, en 2016, on a fait une acquisition au mois d'avril, une société qui s'appelle ML State, avec une équipe très spécialisée sur ces technologies du cloud, et donc son dirigeant, donc Henri Binstock, est devenu notre directeur de l'innovation en 2017, début 2017, et on travaille ensemble sur un projet qui s'appelle OLES, donc AWLE2S. Et en fait, l'idée d'OLES, c'est de pouvoir aller sur ce qu'on appelle le IaaS, donc l'infrastructure as a service, et c'est permettre à tous ceux qui vont déployer de nouvelles applications directement, nativement, dans les grandes plateformes de cloud publiques, qu'ils aient une visibilité et qui puissent améliorer l'efficacité, automatiser un certain nombre de processus sans perdre la sécurité dans ces infrastructures as a service. Voilà. Et donc OLES, la particularité d'OLES, c'est d'être au départ développé sur Amazon et on a un développement natif qui va permettre à tout un tas de DevOps, par exemple de développeurs DevOps ou ceux qui ont choisi ce mode de production de l'IT, de pouvoir avoir une traçabilité, un suivi de toute cette activité-là, comme il l'avait dans un système d'information classique. C'est un besoin aujourd'hui du marché. Alors, on l'a fait en logiciel libre. C'est un logiciel libre. Hein, on est en train de créer une communauté. Et effectivement, nous avons eu une très bonne surprise puisque nous avons ouvert le GitHub il y a une semaine. On a été pendant près d'une semaine premier dans les téléchargements GitHub, ce qui marque vraiment avec plus de 2000, on doit être à pas loin de 2500 personnes intéressées, téléchargeant et testant la solution. Et donc pour nous, nous revenons, si je puis dire, à nos premières amours du logiciel libre pour essayer d'aller proposer, d'avoir une vision de la sécurité, quel que soit le mode de production qu'on a. Si je me souviens bien, Walix, c'est WAL et Linux, c'est ça? Donc il y avait cette idée de logiciel libre dès le départ de l'entreprise. C'est notre ADN. Voilà, moi, ma société précédente, c'était un champion du logiciel libre. Quand j'ai démarré Walix, on l'a démarré avec des ingénieurs spécialisés dans les logiciels libres et j'ai toujours été très impliqué dans les systèmes ouverts, les logiciels libres, fait beaucoup de promotions autour de ça. Et ça reste pour nous, il y a des composants de notre solution qui sont en logiciel libre, hein, notamment le proxy par exemple qui gère tous les environnements Windows. C'était le projet, s'appuie sur le projet Redemption dont nous sommes à l'origine et qui est un logiciel libre. Et effectivement, là, OLES nous permet de revenir dans le cloud, proposer d'aller dans ce monde du DevOps très actif aujourd'hui. Très bien. Alors, puisque vous parliez de communauté, vous êtes aussi le président de l'association Exatrust. Exatrust, oui. En fait, l'idée est relativement simple. Vous partez du fait que l'union fait la force. Donc, il y a un certain nombre d'acteurs de taille moyenne, on va dire, ou petite et moyenne oui. En France qui sont spécialisés sur des domaines particuliers de la sécurité. Et donc, l'idée, c'est de se regrouper les forces pour faire vivre cette association Exatrust. Oui. Donc aujourd'hui, il y a une trentaine d'entreprises. Donc on comprend à peu près, enfin on comprend l'idée. Maintenant, comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez des offres conjointes et vous allez voir un client ensemble, ou est-ce que comment ça fonctionne concrètement? Alors en fait, nous sommes une trentaine d'entreprises.
les pépites technologiques de cybersécurité en France, un peu leader dans leurs différents domaines. Vous avez une idée de chiffre d'affaires global cumulé? Oui, tout à fait. En 2015, ça représentait 130 millions de chiffre d'affaires. C'est significatif. 130 millions de chiffre d'affaires, effectivement. Plus de 1000 spécialistes de la cybersécurité, ce qui en fait le premier pôle d'expertise français, surtout sur ces technologies très pointues. Et ensuite, 30% du chiffre d'affaires est réalisé à l'export. 35% est réinvesti en R&D, donc c'est beaucoup, ce sont des entreprises à forte intensité d'innovation, si vous voulez. Et ensuite, ce sont des entreprises qui sont éditeurs de logiciels pour la majorité et qui, en fait, incarnent la cybersécurité made in France, si je puis dire. Voilà. C'est la French Tech de la sécurité. C'est exactement ça. C'est souvent comme ça que je l'appelle d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle la French Tech de la cybersécurité. Alors avec une aspiration profonde, c'est que en fait, bon ça c'est un de mes dadas si vous voulez. Moi je crois qu'il faut qu'on passe de l'ère de la French Tech à l'ère de la French Industry. Et aujourd'hui, nous, notre ambition, c'est d'être la French Industry de la cybersécurité, les industriels de la cybersécurité de demain, des nouvelles ETI qui vont émerger de ces startups et de ces PME très actives, très innovantes. Et pour ça, on a besoin de se faire connaître auprès des utilisateurs, des grands groupes, des grandes administrations. On a besoin qu'elles nous confient des projets. On a besoin d'aller voir les grands intégrateurs, les Orange Business Services, les Atos, Thales Service, Capsogeti, etc., etc. On a besoin de créer une nouvelle relation entre les grandes entreprises et les PME. Mais c'est le moteur d'Exatrust. On comprend bien, mais est-ce qu'il y a à la fois de la complémentarité, de la concurrence dans les deux? Oui, les deux. Mais donc, il n'y a pas un commercial Exatrust. Il n'y a pas de commercial Exatrust. Évidemment, c'est une association. C'est moi le commercial Exatrust. Bien sûr. Enfin, le VRP d'Exatrust. Ouais, voilà. Non, en réalité, il n'y a pas vraiment de commercial d'Exatrust, mais ça n'empêche pas d'avoir une action vers les utilisateurs. C'est-à-dire que nous allons en meute, ce que les Allemands appellent la chasse en meute. Nous avons d'abord fait ensemble un travail de marketing produit pour essayer de fédérer les offres de nos 30 différentes sociétés dans des grandes solutions cohérentes qui répondent aux grandes problématiques des RSSI aujourd'hui, ou des responsables sécurité, systèmes d'information aujourd'hui. Donc vous voyez, on a fait un catalogue comme ça où on retrouve les grandes solutions, les grandes solutions Exatrust et dans lesquelles on a fait ce travail d'interopérabilité de nos différentes solutions et qui fait qu'aujourd'hui, on est capable de répondre au-delà de nos segments. Par exemple, moi, je suis spécialisé dans les comptes à privilèges. Je vais pouvoir m'associer avec un ILEX, par exemple, sur l'IAM, un Inwebo qui va proposer une solution d'authentification multifacteur. Ensuite, on va pouvoir l'associer à un système de gouvernance et de vérification de la compliance qui est fait par Brainwave. Et tous ensemble, si vous voulez, on va pouvoir répondre globalement à une entreprise qui a besoin d'aller déployer un opérateur d'importance vitale, par exemple, une société dans une utilities, dans un grand ministère qui va vouloir déployer une solution certifiée, une solution globalement souveraine, eh bien, il va pouvoir la trouver chez Exatrust en combinant comme ça nos différentes technologies. Très bien. Alors, le dernier point, donc, dans les différentes actions que vous avez lancées, Exatrust, vous avez récemment publié un livre blanc qui, là, n'est pas à destination des dirigeants, mais à destination des spécialistes techniques. Donc, est-ce que vous pouvez en dire juste deux mots ? Alors, on a effectivement publié un livre blanc sur la cybersécurité et la confiance numérique. On a travaillé là-dessus avec le pôle de compétitivité systématique Paris-Région, qui est un groupe thématique confiance numérique et sécurité. Et donc, c'est un livre blanc dans lequel on donne une espèce de vade-mecum de ce que c'est que la cybersécurité en France aujourd'hui, de ses enjeux. C'est quoi la taille du marché? C'est qui les acteurs du marché? Quelles sont les grandes problématiques, les grands risques sur lesquels... Ça s'adresse plutôt aux spécialistes Ça s'adresse globalement à une personne qui a envie d'avoir à un moment donné un état de la cybersécurité, du monde numérique, de ses relations avec le monde numérique aujourd'hui, la recherche, où en sont les acteurs de la recherche, sur quoi sont lancés les chercheurs aujourd'hui et sur quels nouveaux dispositifs ils sont en train de travailler pour nos futurs smart cities, pour les futurs véhicules connectés, comment on va régler les problématiques de protection des données personnelles. Donc ça aussi c'est traité là-dedans. Et puis on va faire un certain nombre de propositions pour
transformer encore une fois ce qui est un marché naissant avec des acteurs émergents en véritable industrie. Donc il faut booster le financement pour les startups et les PME de la filière, comment il faut augmenter considérablement par la commande publique, mais aussi par la confiance des grands utilisateurs, la commande aux startups et aux PME françaises, si on veut qu'elles réussissent. Comment est-ce qu'il faut nouer des liens avec les acteurs industriels allemands, avec d'autres Européens pour essayer de faire émerger des champions européens du secteur. Donc créer des accélérateurs de cybersécurité, parce qu'aujourd'hui vous avez une nouvelle génération d'ingénieurs qui sont hyper intéressés par ces secteurs nouveaux dont on disait au départ de l'interview que maintenant ça touche tout le monde. Maintenant, je suis un étudiant, je vois les attaques qui ont lieu dans le domaine numérique, je vois à quel point tous mes amis utilisent le numérique, eh bien, je me dis que peut-être c'est un secteur dans lequel je vais pouvoir demain consacrer ma vie, parce que ça va me passionner. Donc tout ça, eh ben, on essaye de faire des propositions concrètes et de montrer qu'en fait, tout simplement, en France, est en train d'émerger un écosystème de la cybersécurité. Très bien. Bah, écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet. J'ai bien noté qu'on se revoyait dans 2-3 ans pour voir si les budgets sécurité allaient augmenter. Oui. Au plus tard. Au plus tard. Jean-Noël Galzin, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Jean-Noël de Galzin de nous avoir rejoints pendant ces quelques dizaines de minutes. Merci à vous, Guy. Merci à vous, chers internautes. Et je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine, même lieu, même heure, avec peut-être une édition plus spéciale en ce qui concerne le fameux Mobile World Congress. En tout cas, en attendant, bonne semaine à toutes et à tous. Merci.